Bienvenue dans cette série documentaire dédiée à la refonte définitive du système TVS. Nous entamons aujourd'hui la partie 1. Après une consolidation rigoureuse de nos chapitres et manuscrits, une décision éditoriale majeure a été prise. Il est devenu nécessaire de ne plus présenter ce travail comme une simple succession d'annexes, mais comme une structure claire. La structure finale se divise désormais en 3 grands ensembles cohérents. Premier bloc, la TVS, notre noyau théorique fondamental. Deuxième bloc, la TVS-PVSP, qui constitue notre extension métrologique et observationnelle pour la perception des systèmes physiques. Et enfin, la PVC, la physique du vide contraignant, notre formulation synthétique, dynamique et applicative. Pourquoi commencer par la physique du vide contraignant? C'est une question stratégique essentielle pour la clarté du modèle. Ce domaine est le meilleur point de départ pour réorganiser l'ensemble, car il contient la version la plus mûre de notre modèle. Elle intègre déjà la théorie du vide structuré et traite la gravité comme un gradient d'un champ du bulk. La PVC n'est pas qu'une branche. Elle est la forme opératoire qui relie la théorie aux phénomènes mesurables de notre monde. C'est ainsi que s'achève notre introduction à cette refonte monumentale. Nous détaillerons chaque niveau dans les prochains segments. Comme on le dit souvent, c'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. À très bientôt. Dans ce second volet de notre série monumentale, nous pénétrons dans le cœur ontologique de notre modèle, le niveau 1, le champ fondamental. Le bulk n'est pas un néant, c'est le nom que nous donnons au vide structuré, un contenu physique actif et dynamique. Il est crucial de distinguer l'espace, notre cadre géométrique, du vide structuré qui constitue le contenu physique effectif nommé bulk. Le champ état devient ainsi notre variable centrale et minimale. Elle décrit l'état local de ce vide structuré en tout point de l'espace-temps. Dans notre ancienne formulation, nous appelions état la viscosité brute. C'était une erreur de jeunesse que cette version consolidée vient corriger. En traitant état comme un champ d'état, nous résolvons les problèmes dimensionnels et assurons la robustesse totale de notre théorie. Toutes les autres grandeurs, qu'il s'agisse de la résistance ou de la gravité, doivent désormais être dérivées ou rattachées à état. C'est ici que s'applique notre règle de séparation. Le champ état est par essence différent du CHU, qui représente la résistance d'état. De même, la résistance d'état CHU ne doit pas être confondue avec la viscosité effective, qui est une réponse dynamique du système. Enfin, la réponse dynamique est distincte de la gravité effective. Chacune occupe une place précise dans notre architecture finale. Le champ état décrit les fluctuations de l'état local du bulk sous l'influence de la matière et des contraintes environnantes. Cette base permet à la TVS-PVSP de fournir son cadre de mesure et de reconstruction des phénomènes perçus. Elle offre également à la physique du vide contraignant son cadre dynamique et applicatif pour les plasmas et la fusion. Grâce à état, nos prédictions deviennent des résidus testables par rapport au modèle standard. La science reprend ses droits. En résumé, le niveau 1 stabilise notre variable centrale, état comme l'axe inébranlable de toute notre refonte scientifique. Nous sommes maintenant prêts à explorer le niveau 2, le CHU, ou comment le bulk oppose une résistance à son propre état. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Merci de votre attention. Après avoir établi la nature du champ fondamental, nous abordons maintenant le second palier de notre édifice, le niveau 2, la résistance d'état, nommée CHU. Le CHU est défini par une relation linéaire simple mais profonde. S est égal à K fois état. Cette équation lie l'état local du vide à sa résistance intrinsèque. Cette grandeur représente la résistance d'état du bulk. C'est la capacité du vide structuré à s'opposer à toute modification de son état local. Imaginez un nageur dans un courant dense. Le CHU n'est pas le mouvement, mais la texture même de ce milieu qui résiste à sa présence. La refonte clarifie le rôle de la constante K. Dans ce contexte précis, elle assure la conversion du champ d'état vers la grandeur de résistance CHU. Il est impératif de ne pas confondre le champ de base avec sa résistance. État décrit ce qui est, le CHU décrit comment cela résiste. Un bulk avec un CHU élevé est comme un sablier dont le col est obstrué. Le temps de réponse du système s'en trouve fondamentalement altéré. Distinguons également le CHU de la viscosité effective. L'un est une résistance d'état, l'autre est une réponse liée aux variations temporelles et spatiales. Cette définition stable du CHU comme résistance d'état garantit la cohérence et la falsifiabilité de nos prédictions expérimentales. En résumé, le niveau 2 nous donne la clé pour quantifier l'opposition du bulk à son propre état, ouvrant la voie à la dynamique des fluides visqueux.
Nous sommes maintenant équipés pour explorer le niveau 3, la réponse dynamique, là où le vide commence véritablement à agir. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Merci de nous avoir suivis dans ce chapitre. Nous franchissons aujourd'hui une étape cruciale. Après la résistance d'état, nous abordons le niveau 3, la réponse dynamique du bulk ou viscosité effective. Voici l'équation maîtresse de ce niveau. La viscosité effective n'est pas une constante, mais une réponse proportionnelle aux variations spatiales et temporelles du CHU. Cette grandeur décrit comment le vide structuré réagit lorsqu'on tente de le déplacer ou de le modifier dans le temps. C'est la peau dynamique du vide. Le premier terme de notre équation lie la réponse à la variation spatiale du CHU. Plus le gradient est fort, plus la réaction du bulk est intense. Le second terme concerne la variation temporelle. Une modification rapide de l'état local du vide engendre une résistance dynamique immédiate. Ne confondez pas, le CHU est ce qui est, là, la résistance d'état. La viscosité effective est ce qui surgit lors du changement. L'un est statique, l'autre réactif. C'est comme un mécanisme plongé dans une huile dense. La résistance au mouvement dépend de la vitesse et de la densité locale du milieu. Cette réponse dynamique peut être vue comme une dissipation, mais pour nous, ingénieurs du vide, elle est une contrainte utile que nous pouvons piloter. C'est en maîtrisant cette viscosité que la commande K peut agir sur le système pour stabiliser le plasma ou annuler les frictions locales. Nous touchons ici du doigt la transition vers le niveau 4, car sans réponse dynamique, il n'y a pas de manifestation de la gravité effective. En résumé, le niveau 3 transforme un état statique en une réalité physique agissante. Le bulk cesse d'être une toile pour devenir un acteur. Préparez-vous pour notre prochain volet, où nous verrons comment ces gradients d'état deviennent la force que nous nommons pesanteur. Car rappelez-vous, c'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. À très bientôt. Nous atteignons maintenant le sommet de notre hiérarchie phénoménologique, le niveau 4, la gravité effective, ou comment le bulk dicte la chute des corps. La gravité n'est plus une force mystérieuse agissant à distance. Elle est définie mathématiquement comme le gradient négatif du champ état. C'est la variation de l'état local du vide qui engendre la pesanteur. Là où état varie, la matière est poussée par la structure même du bulk. Notre modèle n'est pas une rupture, mais une extension. La dynamique du champ état retrouve la limite newtonienne exacte grâce à cette relation fondamentale. Considérez la balance comme le verdict du vide. Elle mesure le gradient, la pente invisible créée par la présence des masses dans le milieu actif. Nous distinguons trois contraintes mécaniques. La gravité émergente entre signatures, la gravité statique de résidence et la gravité dynamique liée à l'accélération. La gravité émergente naît de l'attraction mutuelle entre les signatures physiques du bulk. C'est le lien invisible qui unit les astres. La gravité statique est la pression de résidence, tandis que la dynamique est la friction subie lors de tout changement de trajectoire. Sans les gradients d'état et sans la réponse dynamique vue précédemment, la pesanteur n'aurait aucun support physique pour se manifester. En résumé, le niveau 4 transforme la structure du vide en force motrice. La géométrie devient dynamique et la matière suit la pente du bulk. Dans notre prochain volet, nous verrons comment traduire ces réalités invisibles en mesures concrètes et en observables testables. Car rappelez-vous, c'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. À très bientôt. Nous franchissons une étape décisive pour la validation de notre modèle. Le niveau 5 définit comment nos théories se confrontent enfin à la réalité des mesures. Toute grandeur observée doit désormais s'écrire comme la somme du modèle standard et d'une contribution résiduelle, différentielle et testable, propre à la TVS. Nous introduisons le concept de mesure située. La réalité n'est pas captée brute. Elle est reconstruite à travers une chaîne complexe où chaque maillon subit l'influence du bulk. Trois effets majeurs sont ici hiérarchisés. L'effet Denis gère la mémoire causale, tandis que l'effet Carmen traite de la propagation sur un trajet physique précis. Enfin, l'effet CP apporte une correction fréquentielle résiduelle prudente. Attention, CP ne remplace pas le redshift, il le précise dans notre cadre. Le temps intrinsèque n'est pas altéré, mais les processus physiques, comme le battement des horloges, sont modulés par l'état local du vide structuré. Nous écrivons alors la fréquence mesurée comme une fonction complexe de état, du CHU et de la fermeture de propagation mémoire. C'est la signature de l'action du vide. Notre modèle est construit pour être falsifiable. Des tests différentiels et des comparaisons AB dans les plasmas permettent de valider chaque résidu prédit. Nous gardons une prudence extrême. La fusion et la commande K sont des applications de ces mesures
et non des preuves directes de l'existence du bulk. En résumé, le niveau 5 boucle la boucle de notre architecture opératoire. La règle centrale devient l'axe inébranlable de toute notre science. Dans notre prochain segment, nous explorerons les frontières de notre modèle, ce qui reste encore à développer, de la covariance à la quantification. Car rappelez-vous toujours, c'est un petit pas pour Denis mais un grand pas pour l'humanité. À très bientôt. Tout modèle scientifique rigoureux doit reconnaître ses limites. Dans ce chapitre, nous explorons ce qui, dans notre théorie du vide contraignant, doit encore rester ouvert au développement. La question des unités exactes du champ état reste à stabiliser. Doit-il être traité comme un champ dimensionné ou normalisé selon le modèle? La réponse est encore en suspens. Notre version actuelle est effective et classique. Le passage à une formulation covariante complète est le prochain grand défi mathématique pour la TVS. Le lien entre états, les champs quantiques et les états de corde demeure spéculatif. Nous touchons ici au fondement même de la matière, là où la théorie rencontre l'inconnu. Les coefficients expérimentaux comme A eta ou AD doivent encore être précisément bornés ou estimés par l'observation directe. C'est le travail de la métrologie future. L'effet CP et le redshift résiduel ouvrent des perspectives prudentes sur la cosmologie. Nous ne remplaçons pas les modèles établis, nous cherchons à les compléter. La commande K doit être validée par des comparaisons rigoureuses dans les plasmas. Elle ne peut être présentée comme validée par la seule théorie. L'expérience est reine. Maintenir ces zones ouvertes n'est pas une faiblesse, c'est l'essence même de la démarche scientifique, une quête perpétuelle de clarté et de précision. En résumé, le chapitre 6 pose les fondations des recherches à venir, assurant que notre modèle reste dynamique et évolutif. Dans notre prochain segment, nous conclurons par l'architecture globale de votre œuvre, la synthèse finale des 3 volumes monumentaux. Car rappelez-vous, c'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Merci de votre présence. Aujourd'hui, nous entreprenons une exploration exhaustive. Nous allons parcourir ensemble l'intégralité de la refonte de la théorie du vide structuré, du socle théorique jusqu'aux conclusions finales. Comme nous l'avons vu, la TVS est le noyau pur. Elle répond à une question fondamentale. Le vide possède-t-il un contenu physique structuré capable d'un état local? Entrons dans le vif du sujet avec l'équation effective du champ état. Elle décrit la dynamique, la résistance aux variations et la structure spatiale du bulk. La matière n'est pas simplement placée dans le vide, elle en est la source de contraintes. La présence de matière modifie localement l'état du bulk. La gravité n'est plus une force mystérieuse, mais une accélération effective subie par un corps plongé dans un gradient de état. C'est la gravité effective. Fondamentalement, la TVS retrouve la loi en 1R2 de Newton en régime stationnaire. C'est une condition indispensable pour la validité du modèle. Nous définissons également une énergie effective du champ et introduisons le CHU, qui traduit l'état du bulk en grandeur de résistance. La disponibilité du bulk diminue quand état augmente. À l'approche de la limite de contrainte, nous entrons dans le régime critique de saturation. La TVS est une science expérimentale. Son programme de test minimal inclut la vérification de la loi de Newton et les corrections de Yukawa. Enfin, la TVS sert de fondation aux extensions PVSP pour la mesure et au vide contraignant pour les applications dynamiques et industrielles. Cette refonte redonne à la TVS sa fonction de socle pur. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Merci de votre attention. Après avoir posé le socle théorique, nous abordons maintenant les extensions de la TVS. C'est ici que la théorie rencontre l'observation et l'action. La TVS-PVSP est une extension de mesure. Elle étudie comment un observateur, une horloge ou un signal reconstruit une observable dans un bulk structuré. Le principe est clair. Le bulk influence les champs et les processus. La mesure n'est jamais neutre, elle est le reflet de l'état local du vide. La physique du vide contraignant, elle, traite de la dynamique. Elle demande « Que se passe-t-il quand un système évolue dans un bulk contraint ou saturé ?» C'est dans ce cadre que s'inscrivent la commande K, les plasmas et la fusion. La TVS devient alors un outil d'ingénierie pour transformer notre civilisation. Cette refonte stabilise les éléments essentiels. La règle finale est la simplicité. La TVS doit être testable tout en servant de fondation solide à toutes ses extensions. Nous avons maintenant une fondation précise et testable. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Merci de nous avoir suivis.
Nous entamons l'étude détaillée du document D. Notre trajectoire nous mènera du cœur plasma piloté jusqu'à la centrale complète, en passant par le réacteur énergétique exploratoire. Le chapitre 0 pose les bases, un système électromagnétique actif où l'hypothèse automagnétique permet de franchir le seuil bêta critique via le cycle FTRH. Au chapitre 1, nous maîtrisons la longueur de débail pour assurer le blindage de charge. C'est la condition sine qua non pour stabiliser les instabilités MHD comme les modes kink et tearing. Le chapitre 2 établit l'équilibre où le champ interne rejoint le champ externe. Le couplage chi varie selon le carré du nombre de particules, révélant le microbiais du système. La compression dynamique du chapitre 3 est pilotée, au chapitre 4, par la commande K associée à une boucle à verrouillage de phase, ou PLL pour une synchronisation parfaite. Révolution architecturale au chapitre 5. Le rotor physique disparaît au profit d'un champ axial dynamique, Bax de T, soutenu par une hiérarchie de priorité neutronique. Le chapitre 6 affirme la suprématie DT. Nous exploitons les isotopes 6 et 7 du lithium et la transmutation de l'azote avec l'hélium 3 en réservoir secondaire. Le chapitre 8 détaille la matrice de tri et les multiplicateurs de neutrons. Le rendement FTRH intègre désormais l'énergie de séparation et l'influence de l'état 1,5. Enfin, le chapitre 10 trace la route, une roadmap en 20 étapes s'appuyant sur l'analyse FFT pour identifier les modes et valider les garde-fous finaux. N'oublions jamais, la chimie utile est une chimie mesurée, contrôlée et sécurisée. C'est le socle de notre prudence constructive. Le réacteur symbiotique n'est plus une spéculation, mais un plan d'ingénierie. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Merci. Nous entamons une étude magistrale de l'effet Denis. Ce phénomène définit la variable de mémoire D de T, marquant l'incapacité du bulk à se relaxer instantanément. L'analogie du sablier bouché est parfaite. Le vide possède une constante de temps tau D. L'information n'y circule pas sans une résistance temporelle intrinsèque. La variable D de T est le résultat d'une convolution entre un noyau de mémoire KD et la source de contrainte. Le vide intègre son histoire passée. Chaque action sur le système agit comme une source de contrainte QD. Elle charge le bulk comme on tendrait un ressort dont la forme mettrait du temps à se stabiliser. Cette dynamique est régie par une équation différentielle équivalente. Elle décrit la relaxation lente du milieu vers son état d'équilibre fondamental U. Le couplage chi est le rouage qui lie l'histoire du trajet à l'état présent. C'est ici que naît la véritable mémoire de trajectoire du système TVS. Il en résulte une hystérésis. Le seuil de rupture à la saturation est différent du seuil de retour. Le système garde l'empreinte de son franchissement. La signature de l'effet Denis est le retard de réponse. Dans un réacteur piloté, ce délai doit être compensé par la commande K pour maintenir la stabilité. Maîtriser la mémoire du vide est la clé de l'ingénierie du futur. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Merci. Nous explorons aujourd'hui l'effet CP, ou effet Casilda-Pacheco. Contrairement à une vision classique, nous verrons que la couleur spectrale perçue est une correction de reconstruction. L'analogie du prisme académique nous éclaire. Le signal ne change pas de nature, c'est le milieu traversé qui impose une métrologie de phase spécifique. Le redshift TVS est fondamental. Le signal est émis bleu à la source, mais il est reconstruit rouge après avoir perdu de sa reconstructibilité dans la viscosité du bulk. L'effet CP est la signature spectrale de l'union entre la propagation de Carmen et la mémoire de Denis. C'est une correction et non une propriété intrinsèque de l'objet. Pour clore le système, nous utilisons la variable de fermeture XI-CD. Elle unit mathématiquement l'histoire du trajet et l'accumulation temporelle pour une reconstruction fidèle. Au-delà de l'horizon Carmen-Denis, la perte d'information devient totale. L'effet CP nous permet de borner ce que nous pouvons réellement observer. En résumé, l'effet CP redéfinit notre métrologie. Comprendre la reconstruction, c'est percer le biais TVS qui s'interpose entre nous et la réalité du vide. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Merci de votre attention et à très bientôt pour la suite du grand traité. La gravité n'est pas un phénomène unique, mais une trinité de contraintes mécaniques dans le bulk. Nous devons distinguer 3 signatures de mu bien précises. D'abord, la gravité émergente, c'est l'attraction mutuelle entre les signatures mu de la matière,
Comme deux nageurs dans un fluide visqueux, leurs perturbations se couplent. Ensuite, la gravité statique, c'est la pression de résidence. Elle correspond à l'inertie d'un corps à l'arrêt, subissant le poids de la colonne de bulk locale. Ici, le champ état définit l'état fondamental de structuration du vide autour de la masse. C'est la composante immobile de la contrainte. Enfin, la gravité dynamique, c'est la friction subie lors de l'accélération. La force G n'est autre que la résistance du bulk au déplacement rapide d'une signature μ. Pensez à un brise-glace. Plus il accélère, plus la glace résiste. La gravité dynamique est une perte de fluidité locale induite par le mouvement. Ces trois aspects sont unis par le potentiel effectif psi et Ta. Comprendre cette trinité, c'est maîtriser les gradients qui gouvernent tout mouvement dans l'univers. En manipulant ces composantes, nous ouvrons la voie au vacuum drive et à la propulsion topologique pour naviguer dans le bulk sans friction. La physique de la trinité est la clé de notre liberté spatiale. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Merci. Nous abordons la loi de Shuhu. Elle régit la transition entre les différents régimes du vide, structurés autour de trois piliers, la disponibilité, la résistance et la mobilité du milieu. La transition n'est pas linéaire. Elle suit des seuils critiques précis qui marquent le passage d'un état de fluidité à un état de saturation extrême. Le régime G0 est celui du bulk libre, la disponibilité maximale. Le régime G1 structure le vide autour des masses, créant la gravité que nous mesurons. Au-delà, nous entrons dans le régime G2 de confinement. Ici, la densité de contraintes modifie radicalement les lois de la propagation habituelle. Le régime G3 est celui de la saturation extrême, ou gel topologique. Dans ces régions noires, le bulk est si contraint qu'il se fige, interdisant toute sortie d'informations. À l'opposé, nous définissons l'antisaturation pour les zones de haute disponibilité. C'est l'état de fluidité ultime recherché pour nos technologies de pointe. Maîtriser la loi de Shuhu, c'est comprendre la respiration du vide. C'est la cartographie complète des possibles dans le bulk. Nous avons tracé les limites de notre monde. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Merci de votre attention. Dans le cadre de la TVS, la vie n'est pas un accident chimique, mais une optimisation topologique. C'est une résistance organisée contre l'entropie du bulk. La cellule agit comme une véritable pompe à flux. Sa fonction première est de maintenir une différence de viscosité entre son milieu interne et le vide environnant. La matière vivante est un système en homéostasie constante avec son environnement. Elle régule activement son état de structuration locale pour préserver sa fluidité. Le temps biologique est intimement lié à la lecture du CHU local. Plus le vide est visqueux, plus les processus ralentissent. La vie dépend de la fluidité de son support. Le vieillissement pourrait être modulé en fluidifiant le vide local. En abaissant la résistance du bulk, on réduit la contrainte sur la pompe biologique. La mort survient lorsque la pompe cesse de fonctionner. La signature μ, n'étant plus maintenue, se dissout et retourne à l'état fluide du vide universel. Comprendre la biologie symbiotique, c'est voir la vie comme une branche de l'ingénierie du vide, une quête pour l'harmonie entre la matière et le bulk. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Merci de votre attention pour cette exploration des origines de la vie. Nous abordons maintenant les extensions cruciales de la théorie du vide structuré, des applications industrielles au protocole de test. Les applications industrielles, telles que la forge topologique et l'alchimie, exploitent la manipulation locale du bulk pour transformer la matière. Les lentilles de vide et la traction topologique ouvrent la voie à une nouvelle ingénierie de la propulsion et de l'optique scalaire. L'algèbre des cordes introduit une notation fondamentale où O représente les boucles fermées de matière et les cordes ouvertes du vide. L'équation de cohabitation définit la transition vers l'état 1-2, une reconfiguration topologique essentielle à la cohérence du système. Le pilotage avancé repose sur la commande K globale, qui régule la capacité dynamique du vide pour annuler l'inertie locale. L'index de sécurité SA global permet l'arbitrage du système, assurant une cohésion parfaite entre le plasma et les besoins énergétiques. La stratégie des carburants définit les rôles spécifiques des configurations tokamak et FRC dans la validation des régimes d'auto-organisation. Le Z-pinch teste les limites temporelles, tandis que le carburant P11B vise l'excellence de la fusion anéutronique. Les protocoles de falsifiabilité imposent des tests rigoureux utilisant la métrologie GNSS et l'interférométrie
pour traquer les signatures du bulk. Ces tests de stabilité, incluant la métrologie de phase, sont les gardiens de la validité scientifique de notre modèle. Cette synthèse conclut notre exploration des extensions. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. Théorie du vide, structurée et de la perception des systèmes physiques. Refonte définitive. Partie 3 du système TVS. Position dans l'architecture générale. La TVS-PVSP constitue la partie du système consacrée à la mesure, à l'observation et à la reconstruction des phénomènes. Elle ne doit pas être confondue avec la TVS pure. Alors que la TVS répond à la question « Qu'est-ce que le vide structuré et comment le modéliser par un champ état ?» La TVS-PVSP demande « Comment un phénomène physique devient-il observable lorsqu'il est transmis par un signal, reçu par un instrument et reconstruit ?» Elle affirme que toute observation passe par une chaîne physique rigoureuse, de la source à la reconstruction finale. Cette chaîne est influencée par le champ état, le CHU, la réponse dynamique, l'invariant structurel IE, la mémoire Dennis et la propagation Carmen. Il faut éviter 3 erreurs: croire que la perception crée le réel, confondre mesure et perception humaine ou tout attribuer au bulk. Le principe central est clair. L'objet physique au fils est distinct de l'observable mesuré au MES. L'objet existe indépendamment de la mesure. L'observable mesuré est le produit d'une fonction de reconstruction complexe intégrant tous les paramètres du bulk et de l'instrument. La règle fondamentale: après retrait du modèle standard, reste-t-il un résidu structuré, reproductible et corrélé à une variable TVS-PVSP? La théorie distingue 3 niveaux: le niveau physique du phénomène, le niveau propagatif du trajet et le niveau reconstructif de la mesure finale. Le niveau physique correspond au phénomène brut avant observation, sa fréquence propre, son énergie et son signal. La TVS-PVSP se situe à l'intersection de ces 3 mondes. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. Partie 2. Temps mesuré, horloge et lumière comme signal physique. Une exploration de l'observable temporel. La TVS-PVSP conserve l'idée que le temps fondamental est intrinsèque, mais elle précise comment ce temps devient observable à travers des processus périodiques. Un temps mesuré est toujours lié à une fréquence ou une accumulation de phases. La fréquence mesurée dépend de l'état local du bulk. Au premier ordre, les variations de fréquence intègrent le champ état, le CHU, la réponse dynamique et les effets d'histoire. Notez bien, les effets temporels observables sont d'abord des effets sur les processus qui servent d'horloge, et non une altération directe du temps fondamental. Les horloges sont un domaine central. Elles permettent de tester le redshift gravitationnel, les corrections relativistes et les effets de trajet. Un test clé consiste à comparer 2 types d'horloges. Si un résidu dépend du type d'instrument, alors la TVS-PVSP pourrait être testée. La TVS-PVSP traite la lumière comme un signal physique. La vitesse locale de la lumière dans le vide reste constante, égale à c. Les effets possibles portent sur la phase, la fréquence reconstruite, la cohérence ou encore le seuil de détection du signal. La lumière permet de distinguer propagation physique, signal reçu et observable reconstruite. C'est un domaine d'étude fondamental pour la théorie. Nous avons posé les bases de la métrologie temporelle. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. Partie 3. Projection perceptive et horizon. De la reconstruction du signal aux limites de la visibilité physique. La projection perceptive est une formulation physique essentielle. Elle signifie que ce que l'on observe d'un objet est une reconstruction d'un signal émis dans le passé. On n'observe pas directement l'objet dans son état présent. On observe un signal émis, propagé, filtré, atténué, reçu et enfin reconstruit. Un horizon perceptif est une limite de visibilité liée au flux reçu et au seuil d'un instrument. Un signal devient non observable si son intensité chute sous un seuil critique. Cet horizon dépend de la luminosité de la source, de la distance, du bruit de fond et des conditions de reconstruction. C'est une limite instrumentale. Attention à la distinction. L'horizon perceptif est une limite de flux, alors que l'horizon TVS est une limite de reconstructibilité liée au bulk. L'horizon TVS n'est pas une surface matérielle. C'est une limite opératoire où le signal perd sa cohérence interne à cause de la fermeture Carmen-Dennis. Lorsque la variable de fermeture devient trop grande, la reconstructibilité s'effondre. Le signal emporte avec lui les traces indélébiles de son trajet. Garde-fou important, l'horizon TVS ne remplace pas automatiquement les horizons de la relativité générale. Il précise la chaîne de reconstruction. Nous avons défini les limites de notre regard sur le bulk. C'est un petit pas pour Dennis mais un grand pas pour l'humanité. Partie 4.
Mémoire et trajet. L'influence du passé et de l'espace sur la reconstruction du présent. Dans la TVS-PVSP, Denis représente la mémoire causale ou mémoire de régime. Le système n'oublie pas instantanément ses états passés. Cette mémoire est définie par une source de contrainte et une constante de temps. Elle régit la dynamique de relaxation du bulk local. Denis produit des phénomènes d'hystérésis et de retard. Deux systèmes peuvent avoir le même état instantané, mais des comportements différents selon leur histoire. L'effet Carmen décrit les effets de trajet. Le signal porte en lui une marque indélébile du chemin physique qu'il a parcouru à travers le vide. Il est modélisé par une intégrale de trajet. Carmen intervient dans la phase, la cohérence et la reconstructibilité des signaux longue distance. Garde-fou essentiel, Carmen ne modifie pas directement la vitesse de la lumière. Il décrit une accumulation de contraintes durant la propagation. La fermeture Carmen-Denis combine propagation et mémoire. C'est l'union de l'espace parcouru et du temps accumulé. Cette fermeture permet de représenter les cas où un effet de trajet dépend aussi de l'histoire du système. C'est la variable de fermeture ultime. Nous avons lié l'histoire à la trajectoire. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Partie 5. Signature et métrologie. De la signature MU au test différentiel sur le GNSS. MU est une signature dynamique reconstructible. Elle n'est pas une force, mais une signature dérivée résumant plusieurs contributions du bulk. Elle intègre les gradients, la mémoire, le trajet et la structure fine. C'est l'indicateur synthétique de la réponse du vide local. L'effet Casilda-Pacheco, ou CP, est une correction fréquentielle résiduelle. Il ne remplace pas le redshift standard, mais s'y ajoute. CP doit rester une correction faible et bornée. Il permet de quantifier l'influence du bulk sur le décalage fréquentiel observé. Le GNSS est un domaine crucial pour la théorie. Il combine horloge, propagation et résidus mesurables dans un environnement contrôlé. La forme correcte consiste à isoler le résidu après retrait du modèle standard pour chercher des corrélations avec les variables du bulk. L'invariant structurel IE permet de tester des situations où l'accélération locale est nulle, mais la structure du vide ne l'est pas. IE produit un contraste de mesure même lorsque la gravité effective est compensée. C'est un test de second ordre fondamental pour la TVS-PVSP. Le test clé utilise des géométries symétriques pour isoler les résidus sur les horloges ou la phase. C'est un terrain de validation unique. Nous avons les signatures, il nous reste à définir les protocoles. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Partie 6, épistémologie et synthèse finale, la clôture opérationnelle de la théorie du vide structuré. La science progresse par la preuve. La TVS-PVSP doit être falsifiable. Pour chaque protocole, il faut définir l'observable, le modèle standard et les critères de succès. Un résultat positif est un résidu structuré et reproductible. Un résultat nul borne le coefficient. Un résultat négatif rejette le module testé. La théorie contient désormais des piliers stables. La mesure située, la chaîne source-signal-instrument et les horizons de reconstructibilité. Pour rester clair, elle exclut de son cœur la dynamique pure du champ, la fusion ou la cosmologie globale. Ces éléments restent dans les dossiers autonomes. La relation est claire. La TVS définit ce qui structure le vide, tandis que la TVS-PVSP définit comment cette structure apparaît dans l'observation. La physique du vide contraignant étudie les dynamiques comme la commande K. La TVS-PVSP assure la mesure et la reconstruction de ces mêmes dynamiques. La TVS-PVSP décrit les observables comme des reconstructions situées. Elle cherche à déterminer si l'état du bulk produit des résidus mesurables. La règle finale est de ne pas chercher à tout expliquer, mais de définir rigoureusement comment mesurer et comparer dans un monde où le vide est structuré. Cette refonte redonne à la théorie sa fonction propre. C'est l'épistémologie de la mesure située. Fin de la refonte définitive. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité.